Bonjour, aujourd'hui je reçois sur le plateau du Business Club un type qui a du nez. C'est pas moi qui le dis, c'est Thierry Ardisson. Il paraît qu'il propose les bons produits, qu'il déniche les bons talents, bref, qu'il fait avancer le schmilblick. On va voir ce que nous propose le médium des médias. 1988, il est successivement responsable des acquisitions, directeur des programmes et directeur général de l'antenne de Paris Première. 1997, directeur des programmes numériques, puis directeur des programmes et services du groupe Canal+. 2004, directeur de l'antenne et des programmes de France 5. 2007, entré chez Microsoft en tant que directeur éditorial et des contenus de MSN.fr. 2011, il est dans le Business Club. Alexandre Michelin, directeur général de MSN Europe. Salam alaikum Alexandre. Bonjour. Ika Kenewa, bienvenue. Bonjour. Je ne sais pas si vous avez reconnu, mais alors j'essaye de vous faire un petit mélange de créole, de tchadien et de bambara. Oh. Donc voilà, parce que j'ai bien compris que pour vous, en fait, la diversité, c'est un vrai cheval de bataille et que vous êtes un homme de conviction. Oui. Disons que en fait, mes parents viennent des Antilles. Après, j'ai vécu dans des tas de pays dans le monde où effectivement on disait bonjour de manière différente. Après, on peut aussi dire buongiorno, on peut le dire en italien. J'étais à Milan hier ou oui, en parce anglais. Que vous continuez en effet Oui. à vous balader un peu partout. Ouais. Donc effectivement, après la diversité, c'est une réalité que je vis moi parce que je suis d'origine antillaise où tout le monde est mélangé. Une grand-mère hindoue. Oui, c'est vrai. Ah, vous êtes bien renseigné. Et puis aussi une curiosité que j'ai qui me permet aujourd'hui dans mon travail d'être capable de travailler à la fois avec des Russes, avec des Turcs, avec des Sud-Africains ou avec des Allemands et des Anglais. Et vous êtes en même temps le président de la commission pour la diversité du CNC. Oui, c'est vrai. Ça fait 4 ans maintenant que je m'occupe de cette commission. Je pense que c'est important d'essayer de mettre en place des dispositifs qui aident et qui essayent d'accélérer, on va dire, la transformation. Vous venez d'une famille de 6 enfants. Oui. Votre père était professeur de littérature. Oui, c'est vrai. Vous étiez très proche de votre mère. Oui. C'est ça? Ouais, Est-ce que c'est eux qui vous ont donné l'impulsion en fait, pour avancer comme ça dans ce milieu de la télé et puis pour aller aussi vite? Non, je crois pas, parce que quand j'étais enfant, il n'y avait pas la télévision. Enfin, moi, je viens d'un monde où mon enfance, que j'ai passée À Bamako, au Mali, il n'y avait pas de télévision. La télévision, c'était pendant les vacances. Et les médias, c'était un peu loin, c'était des journaux qu'on recevait, où il y avait la radio beaucoup. Et en fait, non, c'est une envie personnelle. Quand j'étais à Sciences Po, je voulais être journaliste à l'origine, je voulais faire votre métier. vous découpiez tous les journaux? Oui, je découpais les journaux beaucoup. J'avais une passion un peu comme ça, un peu de collectionneur pour assembler des contenus. Oui, la culture, c'est quelque chose de vraiment important pour vous. Vous vouliez lire tous les livres de la bibliothèque de Bamako, c'est ça? Oui, je ne sais pas où vous avez lu ça, mais c'est vrai. J'avais cette idée un peu bizarre quand j'étais enfant de me dire que je pouvais lire tous les livres et puis après faire ma propre petite encyclopédie. Oui, c'est une idée en fait, de choisir, une idée de choix et puis une idée de créer un mélange ou une sélection qui soit partageable avec d'autres. Donc c'est effectivement le même métier que ce que je fais aujourd'hui. Au final, vous avez bien atterri. Non, mais je pense qu'on cultive ce qu'on est, pas forcément consciemment, mais on cultive des choses, et puis après il y a des opportunités professionnelles, et puis des rencontres. Comme celle avec Yamina Benguigui. Oui, Yamina Benguigui, c'est une histoire vraiment étonnante, parce qu'effectivement, à l'époque je sortais de Sciences Po, je cherchais un stage. Et donc elle était productrice de spectacle. Peut-être 10 ans après, j'étais sur Paris Première et j'ai eu, grâce à elle, l'opportunité de passer un grand spectacle, entre guillemets, qui était une émission de mode, qui était le premier défilé de mode en direct. Vous avez rendu brancher la chaîne Paris Première, quoi. Ça, c'est vous à qui on le doit. Les premiers pas de Jamel Debbouze aussi. Oui, c'est vrai. Non, alors, branché, je pense qu'on est arrivé à un moment, un peu comme probablement en Men's Up, où il y avait beaucoup de choses qui existaient dans les médias, mais le câble avait le rôle qu'a aujourd'hui Internet. C'était l'endroit où arrivaient des nouvelles expériences. Et donc Paris Première, on a réussi à catalyser un peu ça, c'est-à-dire que toutes ces expériences nouvelles qui arrivaient, finalement on a réussi à les mettre dans une grille, et puis on a réussi à proposer autour de la marque Paris Première des contenus un peu différents. C'est une rencontre entre des choses qui étaient dans l'air,
et puis un public qui avait envie de voir d'autres choses. Et je pense que c'est ce qui est en train de vous arriver, ou vous arrivera prochainement. Il y a un moment donné où ce que vous proposez rencontre une offre, un public, comme à un moment donné Facebook a rencontré des gens qui avaient déjà beaucoup envie de se connecter à travers des tas de systèmes informatiques, et puis Facebook a réussi à cristalliser tout ça. Ça, c'est votre force finalement, c'est toujours être là où on ne vous attend pas? En fait, on ne se rend pas compte sur le coup. Moi, je n'ai pas spécialement toujours bien anticipé, mais il m'est arrivé quelquefois dans ma carrière d'être à des endroits surprenants et puis de pouvoir apporter quelque chose. Vous inspirez beaucoup, vous, des Américains, comme du boss d'Universal, Barry Diller? Disons qu'ils ont la chance d'avoir un marché en fait considérable, et que le marché américain, c'est un marché de 300 millions d'habitants. Donc quand vous avez des gens un peu exceptionnels sur un marché de 300 millions d'habitants qui est unifié, qui parle la même langue, ils ont du coup pu développer des choses à des échelles qu'on ne connaît pas. Ils ont déjà un marché puissant, très structuré, dans lequel il y a relativement plus de consommateurs. Donc, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi qu'en France, je crois que vous dites qu'on maintient les lignes magino-mentales, c'est ça? C'est vrai qu'il y a on est plus conservateur. Il y a une histoire plus ancienne. Et quand on regarde l'histoire de Barry Diller ou d'autres grands patrons américains, finalement, ils ont eu plus de chances d'imposer sur leur plus grand marché des idées innovantes, alors que dans les pays plus anciens, en Europe, c'est pas que la France, il faut être... on a tendance à mettre des barrières, et on ne donne pas nécessairement leur chance à des jeunes entrepreneurs ou à des gens qui prennent des risques. On dit, oula, ça s'est déjà fait, vous allez au-devant de l'échec, pas possible. On s'accroche à son siège électable en pleine période de crise. Non, mais moi, j'ai eu beaucoup de chance. Enfin, quand j'étais sur Paris Première, j'ai eu des patrons. À 28 ans, quand même, vous avez été nommé à un oui, mais poste j'avais un clé. patron, je vous ai donné 2 noms de gens qui m'ont fait confiance. Yves Dérouville, qui était mon patron quand j'ai commencé à faire des choses sur Paris Première. Et puis, il y avait quelqu'un d'autre qui s'appelle Cyril Dupelot, qui était le patron de Paris Première, qui m'a quand même confié la chaîne alors que j'avais 28 ans. Et c'est vrai qu'à l'époque, ça ne se faisait pas du tout. Donc j'ai eu de la chance aussi dans le système. C'est de la chance, ou alors qu'est-ce que vous aviez de plus que vous leur avez prouvé finalement? En dehors du travail, parce que j'ai compris qu'il y avait beaucoup de travail derrière. Je pense que j'avais envie. Je crois qu'à la fin, ce qui vous différencie, c'est l'envie, le désir de faire quelque chose avec un impact. Bien sûr, il y a des risques, mais vous vous donnez les moyens de prendre le risque, et puis vous n'avez pas nécessairement peur de tomber. Ce qui paralyse la plupart des gens dans la prise de risque, c'est la peur de tomber, quoi. Et en fait... Vous non, vous c'est plutôt fait ce que voudra, c'est Rabelais, oui, c'est ça? Oui, je pense qu'il faut... Enfin, moi, en tout cas, j'essaie de faire ce qui me plaît, ce dont j'ai envie. Vous n'avez pas peur non plus de l'échec? Parce que vous avez dû traverser des épreuves, je crois que vous avez perdu votre père quand vous aviez 12 ans. Ouais. Pas mal de choses un peu de cet ordre-là. Est-ce que c'est ça aussi qui vous a construit et qui... oui, alors après, combat, oui, quoi. La résilience. On se dit qu'on est tombé, mais qu'on se relève. On se dit qu'on a perdu, effectivement, d'un côté, mais qu'on est devenu plus fort, ou en tout cas, l'épreuve vous a enrichi. Et à partir de là, vous savez qu'il peut y avoir des moments difficiles, mais qui ne sont pas en soi des fins. Ouais, ça vous donne du recul, quoi. Oui, c'est le début d'autre chose. Tenter lancer quelque chose, c'est prendre un risque, mais au pire, voilà, vous relèverez. Qu'est-ce qui peut vous arriver? Voilà, vous n'arriverez pas... Il peut vous arriver des choses, mais pas forcément dramatiques, au point où vous ne puissiez pas vous en relever. Donc quand on fait le compte, regardez ce qui se passe autour de nous. Quand on voit des gens comme Bill Gates, ou Steve Jobs, ou Mark Zuckerberg, on voit des gens qui, à un moment donné, ont pris des risques incroyables, de partir de Harvard alors qu'ils avaient des carrières devant eux, de monter leur boîte avec leurs potes, de prendre parfois des échecs retentissants et publics, et puis en même temps de se réinventer. Se réinventer, c'est important, ça toujours pour vous. Aujourd'hui, vous êtes chez MSN. Oui. Vous avez d'abord commencé par msn.fr, où vous avez fait largement vos preuves, puisque vous avez multiplié les audiences par 2, vous avez sorti des formats assez innovants. Donc on peut en citer quelques-uns. Des séries. Oui. On a sorti des choses en France que les autres n'avaient pas fait. On a fait des partenariats. Avec M6 pour la question du jour, par exemple, sur le 1945, ouais, ça voilà. C'est vous? Oui, mais en fait, tant mieux si vous me l'attribuez, ça me flatte. Mais en réalité,
c'est un travail d'équipe. Aujourd'hui, avec vos équipes, vous construisez au final le MSN de demain. Vous êtes le petit Frenchie dans le monde de MSN. Vous travaillez, nouvelle page d'accueil comme en Angleterre. Il y a peut-être le cinéma gratuit en streaming comme en Allemagne. Alors, on a testé des choses. Alors la page d'accueil, elle change encore. Elle a changé il y a 2 semaines en Angleterre. On l'a rendue de plus en plus, comment dire en français, en continu. On dirait comme de l'info en continu. En anglais, on appelle ça real time. En Allemagne, par exemple, on a testé effectivement le cinéma gratuit. Financé par la pub. Financé par la pub. On n'est pas encore, je dirais, au bon point d'équilibre. Alexandre, vous savez ce que dit Prince I've seen the future, it works. Oui, oui, c'est une phrase que j'aime J'ai bien. vu le futur, ça C'est fonctionne. une phrase que j'aime bien. C'est une phrase que j'aime bien parce qu'on a toujours tendance à, en tout cas en France ou en Europe, à dire bon alors voilà, on va perdre. On a on regarde toujours le paradis perdu. Vous qui êtes tout le temps dans tous les avions, avant que vous ne partiez faire le vide dans les Alpes ou alors le plein à New York ou à Tokyo, est-ce que vous pouvez nous laisser vos rêves? Et au passage, je vous remercie d'avoir participé au Business Club. Le premier, ce serait, parce que j'étais en Afrique du Sud il n'y a pas longtemps, je me disais que j'aurais bien aimé rencontrer Nelson Mandela. J'ai pas pu le rencontrer, donc si c'était un rêve, j'aimerais bien le rencontrer. Le deuxième, il y a un cinéaste chinois que je trouve assez incroyable qui s'appelle Wong Kar-wai. J'aurais bien aimé aller sur un tournage de Wong Kar-wai parce que In the Mood for Love, c'est un film que je trouvais étonnant. Le troisième, ce serait effectivement de pouvoir aller dans l'atelier de Philippe Stark pour voir la manière dont il travaille vraiment et comment il fait pour arriver à faire des objets qui sont à la fois surprenants et qu'on a l'impression d'avoir déjà vus. Le quatrième, ce serait probablement de pouvoir assister à la prochaine finale de la Coupe du Monde au Brésil, parce que je pense que la finale de la Coupe du Monde au Brésil, ça sera quelque chose d'extraordinaire à voir au moins une fois dans sa vie. J'ai eu la chance d'être en 98 au Stade de France et je m'en souviens encore. Et alors le cinquième, ce serait de pouvoir effectivement inventer la téléportation, pouvoir être transporté immédiatement en 2 ou 3 minutes à l'endroit où l'on veut, parce que comme je passe des heures dans des avions, pouvoir être déchargé des heures d'avion, ça c'est un vrai rêve aussi.